Donc on va vous parler de la Tech-Ready de Nantes. D'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petit tour de table. Donc je me présente, enfin je vais laisser mon collègue se présenter en premier. Ah, mon collègue vient de cracher, je pense que la caméra ne bouge plus. Donc, je vais faire une impolitesse et je vais me présenter en premier. Du coup, je me présente rapidement, je m'appelle Rémi Villain, donc je suis, leader de la communauté DevOps, de Nantes de Nantes, d'Extia, depuis maintenant, une paire d'années, hein, 3-4 ans et donc je travaille principalement sur le bassin nantais et du coup, cette année, on a eu l'occasion, de se rendre au Tech Ready de Nantes et je vais laisser mon collègue se présenter du coup. Yes, mais moi c'est Meryl du coup, chez Exia depuis, bientôt 2 ans et puis, investi sur la communauté DevOps, en tant que profil DevOps un peu avec une tendance, Ops à l'origine donc ravi de pouvoir vous présenter ce talk avec Rémi. Alors, il y en a beaucoup qui vont nous dire: «On n'a jamais entendu parler de la tech ready». Qu'est-ce que c'est la tech ready? Est-ce que tu aurais quelques incentives à nous Et partager? ben, c'est normal puisque c'est une conférence qui n'existait pas jusque-là. En fait, la première édition a eu lieu cette année à Nantes, à l'initiative de Julien Landuré qui est à l'origine aussi, pas tout seul, mais qui est à l'origine, qui fait partie de ceux qui sont à l'origine du DevFest. Hem et donc heu et donc l'idée, c'était de cette conférence, c'était d'offrir, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas énormément de conférences techniques dans le milieu de la tech sur le premier semestre, de l'année. Du coup, ils se sont dit: «On va tenter d'en lancer une» et puis ça a bien fonctionné puisque, le pari était assez réussi vu que selon l'organisateur, on était globalement, 300 présents avec 12 sponsors et 45 speakers, ce qui montre, heu, qu'il y a eu quand même de l'intérêt, de l'engouement pour cette idée, donc qui sera reconduite l'année prochaine, en juin aussi, pour ceux que ça pourrait Oui, intéresser. c'est ça. Au global, l'expérience était plutôt positive, hein. Quand on en avait rediscuté à 2, il y avait entre guillemets «très peu de sujets à jeter». Enfin, tout était assez pertinent et enfin, c'est vraiment une bonne addition à la vie nantaise, on va dire, à la vie IT nantaise, quoi. On était sur un format intéressant, ouais. Alors, justement, en parlant de format, bon, il y a une question pour ceux qui connaissent un petit peu, Nantes et ce qui se passe à Nantes. Il y a vraiment le gros événement IT de l'année qui est le DevFest, qui se situe en plus au même endroit. Pendant 2 jours, on a des conférences, plein de conférences en parallèle, enfin c'est vraiment un petit peu le la grande messe de l'IT, sur Nantes. Donc forcément que ça souffre un petit peu de la comparaison, mais je pense qu'il faut plus voir ça comme une addition à l'existant qu'une tentative de faire un vrai concurrent, quoi. Et notamment, une chose sur lesquelles moi je pour essayer de vous donner envie, peut-être l'année prochaine d'aller chercher votre ticket pour le Tech Ready, c'est, dans les choses qui sont un petit peu différenciantes déjà, c'est le format de table ronde. Il faut s'imaginer qu'il y a pas mal de sujets où vous avez plusieurs intervenants qui viennent, partager leur retour d'expérience. Là où des moments sur le DevFest, on a plus des trucs un peu théoriques ou le retour d'expérience d'une personne, qui a travaillé sur un sujet. Là, vous avez des moments autour de la table, des personnes de compagnies, enfin, d'entreprises différentes avec des problématiques différentes, mais qui répondent au même problème, initial. Et le second point, c'est que, j'ai trouvé qu'au niveau des thématiques traitées, elles étaient beaucoup plus précises. Dans le sens où le DFS, vous avez un petit peu de tout et ça peut arriver que vous tombiez sur un timing où vous avez pas forcément un sujet qui vous intéresse. Là, à l'avance, par exemple, si vous avez enfin un des gros sujets qui se dégageait, du Tech Ready, c'était les IA génératives, donc tout ce qui est ChatGPT et cetera, hein, pour faire très, très grosse maille. Où là, il y avait énormément de sujets qui étaient, portés sur ça. Hem, Point important avant qu'on attaque, donc là, nous, ce qu'on va vous proposer comme format, c'est on va revenir sur quelques conférences auxquelles on a participé, pour essayer de vous partager un petit peu ce qu'on a découvert, ce qu'on a trouvé sympa. Il faut savoir que toutes les tables rondes vont être rediffusées sur, YouTube, enfin je dis YouTube, vont être rediffusées par vidéo dans un avenir, proche. Donc vous pouvez aller chercher après le LinkedIn de TechReady, vous aurez les informations, en temps et en heure, via ce canal-là. Et il y aura aussi la keynote qui sera rediffusée. Par contre, les petites confs à droite à gauche, elles n'ont pas forcément été captées, donc tant pis. Faudra nous croire quand on vous dira que c'était fantastique et que c'était super. Dernier point sur lequel je veux insister, c'est, on est en plus là, on est en petit comité, on n'a pas une
N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, via l'outil à disposition. Ça nous permettra, nous, de réagir et d'entamer parfois des discussions entre les sujets. Donc, il est temps de passer aux différentes conférences et on va ouvrir sur la keynote. Donc la keynote, dans ce genre d'événement, c'est toujours comment dire? Un petit peu, enfin, c'est le sujet unique auquel Ce tout le qui monde donne le ton. pour se mettre, voilà, ça donne le ton. C'est l'occasion à tout le monde de se mettre en jambes et notamment, et donc un petit peu, de manière évidente, j'ai envie de dire, quand on a une conférence qui va enfin vraiment oui, c'est une conférence qui va parler, pendant plusieurs heures d'IA, de génération de code, de génération, d'IA générative. On a forcément tous un petit peu le sujet qui se pose de, comment on développe avec l'IA? Est-ce que, l'IA va remplacer les développeurs? Donc la keynote que vous allez pouvoir retrouver en replay, elle s'ouvre sur, 2 exemples qui est donné par le speaker qui va vous donner un exemple d'une petite application, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais c'est un petit peu, une calculatrice. Voilà, l'application qu'on a tous développée pour découvrir un langage, pour découvrir, des notions, lui, il s'est amusé à le faire avec une IA générative qui génère directement le code source. Donc c'est, un petit peu dans la mode de ce qu'on appelle le vibe coding. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui a pas forcément une compétence technique, forte, et qui va juste générer l'intégralité de son code avec de l'IA et faire confiance à ce que l'IA fait. Et donc il nous montre son résultat au bout de 8 prompts, il a réussi à générer une application, qui est utilisable, hein. Donc, au bout de 1 ou 2 heures de travail, le projet est déjà fini pour lui. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qu'il présente, c'est le scénario inverse. C'est, une personne qui s'était un petit peu vantée sur Twitter de, ne rien connaître au code, mais d'avoir une super application qui tourne au bout de, quelques heures et de, pouvoir faire du business, on va dire, à partir de ça. Et bah, c'est une très mauvaise idée de se vanter sur internet en général, parce que tout le monde s'est attaqué à lui, tout le monde a cherché les failles de sécurité dans ce qu'il avait fait et comme lui n'y connaissait strictement rien, bah, il a accepté tout ce que l'IA lui a proposé et il s'est retrouvé avec des failles de sécurité. Son application s'est fait fermer au bout de quelques heures. Donc comme j'ai dit, la question un petit peu sous-jacente à tout ça, c'est: est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Et finalement, c'est une question qu'on se pose depuis très, très longtemps et d'autant plus dans l'informatique, c'est: est-ce que l'outil va remplacer son créateur? Dans l'informatique, quand on a eu les premiers IDE, environnements de développement qui faisaient de l'autocomplétion, il y a eu des personnes pour dire: «Bah, ouais, mais non, j'utilise pas l'autocomplétion parce qu'après je vais oublier comment on programme». Donc, il donnait tout un tas d'exemples comme ça de, à chaque fois qu'on a une nouveauté dans l'informatique, il y a toujours 2 camps. Il y a ceux qui sont, comme je dis, les enjoyers, c'est, on adopte et on y va à fond et il y a ceux qui sont, un peu plus, à la garde et qui sont en disant: «Non, attention à ce qu'on fait quand même, on attend de voir un petit peu avant d'y aller». Donc, pour savoir si l'IA va remplacer le développeur, les questions importantes à se poser, c'est quoi les points forts de l'IA? C'est quoi ses points faibles? Au niveau de ses points forts, c'est que l'IA, elle adore faire des choses que nous, globalement, en tant que développeurs, au sens large, hein, que vous soyez un plus proche de l'ops, ou vraiment développeur au sens pur, il y a des choses qu'on adore faire, hein, type, la documentation, de l'explication de code, du debug. Tout ça, c'est des choses que, quand nous on le fait, quand l'humain le fait, il peut le faire bien, mais il est soumis à la fatigue, il est soumis au fait qu'il ait juste pas envie de le faire. Il est soumis à certaines choses que, l'IA, n'a pas. C'est des contraintes que l'IA n'a pas. Par contre, à contrario, l'humain, lui, ce qu'il fait très, très bien, c'est que, il réfléchit, comme on dit, outside of the box, quoi. Il est pas, en général, il est pas, le nez dans son sujet et il fait un peu attention à ce qui se passe autour de lui et notamment l'humain, lui, il est capable d'intégrer la complexité inhérente à un projet d'entreprise. C'est quoi cette complexité inhérente? C'est, bah, la politique. Quelles équipes doivent interagir avec quelle équipe? Est-ce que, les équipes s'entendent bien ou pas? C'est quoi les contraintes? Qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire dans cette entreprise? Ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est des choses que les IA, ils ont un petit peu de mal à intégrer, donc peut-être qu'on aura des modèles un peu plus intelligents plus tard, mais c'est toujours très compliqué d'expliquer, l'état politique d'une boîte à une intelligence artificielle.
et c'est admettre que, comment dire? Entre guillemets, que la boîte a des failles et qu'il faille, ça peut être un peu bizarre, quoi. C'est vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu bizarres. Si vous expliquez à une IA qu'il y a un problème entre 2 équipes, c'est que vous êtes au courant et si vous êtes au courant, pourquoi vous faites rien? Voilà. Et dernier argument aussi, à prendre en compte, c'est que, depuis toujours, quand on a des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes, il y a ce qu'on appelle l'effet de rebond. C'est-à-dire que, quand on a, créé, la machine à vapeur et qu'on a été capable de remplacer le travail de l'homme, par de la machine, on avait peur que, plus personne ne travaille parce que la les machines feraient tout. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est il y a tout un tas de nouveaux métiers qui se sont créés et comme on avait besoin de plus en plus de machines, on avait besoin de plus en plus d'hommes pour entretenir les machines et donc, on a eu, un effet de rebond et on a eu de plus en plus de gens qui travaillent dans l'industrie, au lieu d'avoir de moins en moins de personnes qui travaillent dans l'industrie. Donc, c'est un changement de paradigme. On n'est plus à l'étape où on se pose de: «Est-ce qu'on est capable de faire un use case développé par l'IA?» mais on arrive tout doucement à l'étape où on se dit: «Est-ce qu'on devrait faire ce use case, développé par l'IA?» Donc, sur ces grandes thématiques, le speaker, lui, donne beaucoup d'avis personnels, de ce que lui, il a observé dans les entreprises, de la manière dont lui, il a testé et il y a pas mal de choses sur lesquelles moi je rejoins le comment dire? La personne. C'est que, ça va quand même profondément changer le métier de développement dans les prochaines années, l'IA, je pense. D'autant plus si, effectivement, il y a une adoption de masse, il va falloir être capable de travailler avec l'IA. Par contre, contrairement à, une espèce de croyance populaire que, l'IA est capable de générer tout et n'importe quoi super rapidement, super efficacement et de manière infaillible, c'est pas, aussi simple que ça. En général, ceux qui ont fait un petit peu mumuse avec l'IA, moi le premier, on se rend compte que pour des tâches très, très simples, c'est hyper efficace. Par contre, quand vous rajoutez de la complexité et que, surtout vous avez donné des idées à l'IA et que, l'IA n'ose pas vous contredire. Hein, typiquement, si vous posez des questions à GPT, c'est très rare qu'ils vous disent: «Non, non, vous avez faux, faut plutôt faire comme ça». Il va plutôt aller dans votre sens et essayer de développer votre idée jusqu'au bout. Donc, finalement, le métier de développeur, lui, il va évoluer. Déjà, on va avoir besoin de personnes un peu plus seniors qui sont capables de se rendre compte que, l'IA, elle est en train de, produire quelque chose de potable ou au contraire, elle est un peu en train de faire n'importe quoi. Et en général, l'avis qui se dégage, c'est que, ça c'est un retour que j'ai d'un autre speaker des conférences, c'est que c'est un petit peu une nouvelle loi de Pareto, quoi. C'est on va générer 80 du code avec l'IA et les 20 derniers, on va avoir besoin d'une intervention humaine, pour que ça fonctionne au final. Donc dans ces explications, vraiment, ce qui ressort, c'est que, l'IA ne remplacera pas les devs. En tout cas, c'est pas tout de suite et pas avant un certain avenir. Mais par contre, le dev qui, lui, est capable d'utiliser l'IA, il pourra remplacer un dev plutôt qu'un dev classique. C'était la keynote, comme j'ai dit, quand il y aura la rediffusion, je vous invite à la voir, elle est assez intéressante. Il y a pas mal d'idées, de perspectives et n'hésitez pas, vous, si vous avez des idées, des croyances, des opinions, à nous les partager aussi dans le chat, on pourra en discuter. Comme j'ai dit, personnellement, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, et je trouve que l'IA, c'est très fort pour faire des trucs qui sont jetables ou des trucs qui sont très unitaires, très précis, mais qu'aujourd'hui, la complexité des projets en entreprise, empêche, entre guillemets, «l'utilisation d'une IA de bout en bout» et on aura toujours besoin d'un humain qui surveille et surtout qui s'arrange que, l'IA fasse pas n'importe quoi. Je sais pas si toi, la keynote t'avait inspiré d'autres choses, Meryl? Si, ah bah, c'était, c'est vrai que nous, enfin, en tout cas à titre personnel, on n'est pas sur des profils de développeurs applicatifs, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins ce dont on parle. On parle pas encore trop enfin, ça existe et ça se démocratise, mais on en parle moins d'IAC, d'infrastructure as code, via l'IA ou de tout. Mais j'avais quand même été frappé il y a quelques années de constater que, il y a 2 ans, ChatGPT n'était pas capable de me sortir un rôle Ansible pour installer Apache et qu'aujourd'hui, il est capable de te le faire, 1000 fois plus. Donc, on se pose tous ce genre de questions et j'ai beaucoup aimé cette keynote comme toi qui a ce côté un peu, rassurant de dire: «Non, non, on va pas devenir has-been dans les prochaines années. Au contraire, c'est une nouvelle techno et ça va certes faire disparaître ou diminuer certaines activités, mais ça veut pas dire qu'on va complètement les remplacer. Il faut juste apprendre à prendre le train en marche». Bah, c'est ça, c'est un outil qu'on va devoir intégrer dans les cursus de formation et tout et notamment, il y a une réflexion autour du côté pour utiliser une IA efficacement aujourd'hui, il faut être senior.
Comment vont faire les nouveaux profils qui vont, eux, être biberonnés à l'IA? S'il va falloir, réellement réussir à leur faire acquérir le «recul» entre guillemets, nécessaire pour qu'eux aussi puissent, progresser en utilisant l'IA, ce genre de choses. Je vous propose qu'on passe au second sujet, au platform engineering. Donc moi, je n'y ai pas participé, donc je vais te laisser la main, Et Meryl. oui, c'est moi qui vais prendre la main. Je te remercie déjà pour, ton introduction et avoir présenté la keynote. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui, à première vue, a pas grand trait avec l'IA, en tout cas de prime abord, mais qui va, sans doute dans les années à venir, qui vont sans doute, ces 2 sujets qui vont sans doute se croiser dans la décennie qui vient. Donc c'était une, keynote une, conférence proposée par, deux gars de chez Shodops, heu, qui voulaient partager surtout leur vision et qui s'éloignaient un peu du technique et partager un peu leur vision de ce nouveau mot, nouveau domaine un peu tendance qu'est le platform engineering. Ils ont commencé par nous introduire une petite donnée qui disait que entre 65 et 80 des incidents de prod, sont dus à un manque de maîtrise, des plateformes et des infrastructures. Alors, ils ont commencé par poser ils ont enchaîné en posant la question de dire, dans la salle qui maîtrise ou connaît, l'intégralité de son infrastructure et de ses plateformes? Et il n'y a pas eu beaucoup de courageux à lever la main, on va pas se mentir. Heu, Comment est-ce qu'il explique ça? Parce que pourtant ça fait 15 ans qu'on parle de DevOps et d'automatisation, pour les process de build et de déploiement et pourtant on se retrouve toujours avec, un niveau de complexité qui est quand même assez, énorme, voire, exacerbé, et on a toujours, des problèmes problèmes de prod. Heu pour, pour resituer un peu dans le contexte, alors là, vous le voyez pas très bien, mais c'est juste histoire d'avoir une échelle chronologique. Heu, Tous ces mouvements technologiques, qu'on a mis en place et qui s'intègrent dans les transformations d'entreprise depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, ils ont été philosophés, je grossis vraiment les lignes, hein, c'est pas aussi binaire que ça, mais grosso modo de manière générale, on peut dire qu'il y a eu toute une phase un peu philosophique entre les années 2000 et 2010 où on a réfléchi à des concepts, on a proposé on a fait des propositions. On peut parler du manifeste agile, on peut parler, du concept de DevOps, on peut parler de toutes ces choses-là. Puis il y a eu l'avènement des principaux cloud providers, donc qui ont permis, et principaux services cloud, donc qui ont permis de entamer des migrations vers le cloud à simple facilité et d'externaliser la gestion de l'infra. Et puis ensuite, une fois que toutes ces technos sont bien installées, entre 2015 et aujourd'hui, on a une phase un peu plus de standardisation où on se rend compte que, on pensait qu'avec toutes ces technos, on n'allait plus avoir de legacy et résultat, bah, surprise, il est toujours là. Il est toujours là, pourquoi? Parce qu'en fait, il a pas disparu, il s'est déplacé. Il s'est déplacé, d'une application, legacy avec des technos, un peu, ou en tout cas des versions de techno un peu obsolètes sur une VM à, heu un conteneur dans un cluster cube. Elles se sont déplacées d'un script bash vers, du code d'IAC ou de la configuration as code, qui a pas été maintenue ou qui utilise des modules qui sont tombés obsolètes. Hem Donc en fait, ce que les intervenants nous montraient par là, c'était que le problème, il n'était pas tant technologique, mais il venait surtout des pratiques. En fait, on a comme vous le voyez, j'ai mis, exprès pas mal d'images à l'écran, non pas qu'elles aient un intérêt pour, chaque, techno qui est représenté unitairement dessus, mais pour montrer en fait l'empilement de couches qu'on a mis les années, année après année, de couches techniques dans l'espoir de solutionner des problèmes, alors qu'en fait on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises n'ont pas changé leur façon de voir les choses. Ils n'ont pas changé leur philosophie, leur conception de ce que c'était, leur chaîne de développement et de déploiement logiciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours l'infrastructure qui est vue comme un centre de coûts, qui manque souvent de ressources et d'investissement. Hem Par-dessus lesquels on a intégré tout un tas de technologies, dites DevOps ou autres, mots un peu qui sont devenus un peu tendance et qui est un peu sortis de leur esprit de base, avec le temps. On a toujours du coup et en fait le fait que les concepts, qu'on ait pris uniquement les outils et les concepts techniques sans appliquer, les concepts, organisationnels, les concepts, philosophiques, à ces
à dans nos infras et dans nos SI, font qu'on se retrouve avec toujours une polarisation entre les devs et les ops qui reste assez forte, des objectifs qui peuvent souvent diverger, c'est pas ma faute, c'est la faute d'à côté. On fait face aussi à une espèce de boulimie ou de gavage technologique où il y a de plus en plus de techno à maîtriser et ça complexifie les recrutements et l'insertion des plus jeunes profils sur le marché. Hem donc voilà, et parfois même on a des desiderata qui sont un peu déconnectés de la réalité. Ça a fait une charge mentale pour les équipes et ça fait une charge mentale pour les équipes, qu'elles soient de dev ou d'infra, et en fait, on se rend compte souvent qu'on s'éloigne un peu plus de la vision métier et de la valeur qu'on veut apporter aux besoins métiers. Heu Donc pour casser ces silos, heu, ce qu'ils proposent, c'est, de faire, d'adopter, de la bonne manière le prochain mouvement entre guillemets dont on parle de plus en plus, qui s'appelle le platform engineering. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Le platform engineering, en fait, c'est pour résumer, c'est une façon de penser un peu de penser les choses. C'est une façon de voir l'infra un peu plus comme un produit qui va être à destination des équipes de dev. Heu, donc l'idée, au lieu de, mmh, de de mettre en place une infrastructure qui va, vivre sa vie dans son coin et sur laquelle on va, heu, avoir une équipe spécialisée qui va, faire le boulot et mettre en place tout un tas de trucs, tout un tas de technologies. On va essayer de créer une plateforme interne, hem, qui va regrouper un peu tout, qui va standardiser toutes les technologies, qui va, uniformiser et rationaliser toutes les technologies qui sont utilisées. Ce qui fait que les développeurs, au lieu d'avoir à comment? Ils vont plus avoir en fait qu'à passer par cette interface pour pouvoir, même tout le reste de l'entreprise en fait va pouvoir passer par cette interface, par cette plateforme pour accéder aux ressources type les environnements, cloud, type, les chaînes de CI/CD, type, les templates, de code. Et donc, voilà, l'idée c'est de transformer un peu le monde de l'infrastructure pour tendre vers ce système un peu de rationalisation et de mise à disposition de ressources, comme des produits. Donc ça vise à faciliter le travail des équipes de dev, à rationaliser les technos, partager les savoirs et les pratiques, au sein de l'entreprise, puisque ça vise à une mise en commun de toute la connaissance de l'entreprise, heu et d'obtenir une interface unifiée pour les outils, les environnements et les processus. Ils ont bien mis en garde sur le fait que c'était pas, selon eux, l'idée n'était pas de re enfin l'objectif, ce qu'il fallait, la bonne façon de faire, c'était pas de reproduire les erreurs du passé, c'est pas d'appliquer des nouvelles couches technologiques heu, sans avoir derrière la bonne philosophie. Au contraire, c'est à des projets mettre en place ce genre de philosophie, c'est des projets d'ampleur et de long terme, heu et ça doit être bien les technos qui servent le métier et pas l'inverse. Donc il faut garder ça en tête, heu et donc avant de se lancer dans tout projet technique, en fait, l'idée pour mettre en place ce genre de philosophie, ça va d'abord être, de faire un état des lieux, pour se concentrer sur la création de valeur et identifier les problèmes qu'on rencontre actuellement. Est-ce qu'on a des problèmes de communication entre les équipes? Est-ce qu'on a des problèmes techniques sur la chaîne de développement, de build et de déploiement? Quelles sont les adhérences ou les freins qu'on voudrait lever? Puis ensuite, il faut inventorier tous les savoir-faire et les pratiques, de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de savoir dans des entreprises, dans les différentes équipes et dans les différents silos qui existent encore, beaucoup de savoir un peu qui reste isolé dans son coin, et le jour où la personne part, bah, on est bien embêté. Hem, voilà pourquoi, l'idée, c'est d'inventorier tout ce qu'on a en termes de savoir-faire, de techniques et d'outils et de pratiques, d'organiser les équipes selon, le besoin, mais en leur permettant d'avoir une vision commune et partagée, heu, de mettre en place de la communication ou de la collaboration entre les équipes de développement, les équipes produits et les équipes, opérationnelles. Parce qu'au final, elles servent tous le même but, c'est de fournir du service aux clients. Hem Et créer de la transversalité aux besoins, entre les équipes pour permettre une bonne fluidité. Heu Pour la mise en place de la plateforme en tant que telle, une fois qu'on arrive à ce postulat-là, heu, l'idée c'est, proposer, des solutions aux problèmes qu'on a identifiés précédemment. Donc il faut prioriser, parce que l'idée c'est quand même d'aller, par itération, le plus simplement, le plus rapide, enfin le plus
par itération, d'arriver par itération on va dire à la plateforme, la plus minimale, viable. Donc on va, itérer plusieurs fois sur les problèmes qu'on a rencontrés, mettre en place des solutions. Heu heu, L'idée, c'est d'inclure toujours une fois, c'est d'inclure les gens dans le process pour les embarquer. C'est-à-dire, premièrement, collecter les retours quand on a des premières itérations qui sont faites, mais surtout permettre à chacun de proposer des modifications, quitte à considérer le produit comme étant un peu open source au sein de l'entreprise, en fait. Permettre à chaque développeur, chaque équipe, chaque administrateur qui voudrait de mettre sa main à l'édifice, de proposer une PR, une merge request pour pouvoir, apporter quelque chose, ou de faire des propositions. Donc le cadrage est super important et les retours le sont tout autant. Hem, L'objectif étant donc de standardiser, de mettre en place des golden pass, donc de pouvoir, qu'un dev il puisse après, au sein de cette plateforme dire: «Je veux créer un nouveau on a besoin de créer un nouveau projet, on va monter une équipe, on veut que», et sur l'interface, on peut dire: «On va monter un nouveau projet dans cette techno», donc par exemple Java, donc il va déjà initialiser, la plateforme elle sait qu'elle va devoir initialiser un nouveau repo, pardon, heu pour les artefacts de code, qu'elle va devoir, créer un repo de code, sur, qui par exemple si vous choisissez GitLab, GitHub, peu importe la plateforme que vous utilisez, que l'environnement ce sera, sur AWS par exemple ou Google Cloud. Vous allez pouvoir avoir toutes les ressources, les environnements et les technologies accessibles pour, via des templates et des solutions, des bases réutilisables basées sur les standards et les connaissances de l'entreprise. Et tout ça sans oublier bien évidemment, que ce soit, hem, sans oublier chaque partie du cycle, donc la partie, template de développement, la partie, IAC, la partie, déploiement CI/CD, la partie, documentation. Et tout ça le plus automatisé possible évidemment. L'idée est que les gens, au lieu de faire des actions d'administration manuelles sur des machines et au lieu de juste, contrôler que des CI se passent bien, en fait, ils soient acteurs et comment dire? Éditeurs d'une plateforme au service de l'entreprise. Donc ils ont partagé plusieurs outils que je pourrais partager si ça vous intéresse dans le chat après. Donc des outils, j'entends des outils organisationnels de gestion, de pilotage de projet. Hem En gros, le bilan de ce que j'ai retiré, moi j'ai beaucoup aimé cette conférence parce qu'elle met le doigt sur des problématiques que je rencontre beaucoup en entreprise et elle rappelle que c'est quand même l'humain qui est au centre des problématiques qu'on rencontre et pas la technologie essentiellement. Donc le bilan, ça a été vraiment pour moi le point que je retirais, c'est vraiment d'essayer de commencer à penser l'infrastructure comme un produit et heu et d'essayer de commencer à rationaliser tout ce qu'on a fait et de commettre un peu plus de enfin choisir de casser ces silos. Ils ont partagé un truc très intéressant dont je vais pas détailler, mais je vous invite à aller voir le site DevOps Topologies qui a été partagé pendant la conférence et qui regroupe en fait tous les anti-patterns, qui font que le DevOps aujourd'hui, c'est une philosophie qui est très porteuse de sens à l'origine, mais qui en fait aujourd'hui veut tout et rien dire, et qu'on a, beaucoup de structures, de façon de penser l'organisation d'entreprises qui sont, à l'encontre du principe même de DevOps, alors que pourtant ces mêmes entreprises cherchent, à l'implémenter, techniquement. Donc voilà, c'est le gros de ce que j'ai retenu de cette conférence. Je ne sais pas si toi ça te parle comme sujet Rémi ou si tu en as déjà entendu parler. Moi je sais que j'avais déjà entendu parler un peu avant, mais ils ont bien mis, je trouve, le doigt sur, ce qui m'intéressait. Ouais, moi, c'est des problématiques que je vois dans les entreprises aujourd'hui. C'est, le côté, on a énormément d'outils qui se sont multipliés. Justement, on a intégré le dernier outil à la mode parce que c'était bien, ça faisait mieux. Et aujourd'hui, on a par exemple des développeurs qui sont incapables de dire, que quel outil déploie leur application au final. Parce qu'ils ont pas la vue sur, l'ensemble de la stack technique et c'est un peu normal, c'est pas ce qu'on leur demande, tu vois, aux développeurs de maîtriser toute cette partie-là. Mais, cette idée de, finalement avoir un catalogue unifié, dans lequel tu as une offre de service qui est claire et qui est, surtout accompagnée, je pense que c'est, des travaux qui sont à faire dans beaucoup d'entreprises et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on voit pas forcément partout, quoi. Et je pense que tu as refreeze. Hem, on va lui laisser 10 secondes, voir s'il est encore là.
Et du coup, pour les anti-patterns là, bien vu à Fred, qui a remarqué l'anti-pattern en bas à droite, on a besoin de DevOps pour fluidifier la communication entre les devs et les ops, car c'est trop siloté. Heu, Rajouter une équipe en intermédiaire entre les 2, c'est, Ouais, les petites équipes passe-plat avec le nom DevOps qui, au fait, fait, tout et n'importe tout et rien. C'est un pattern qu'on trouve assez souvent. ouais. Et il y en a plein d'autres, hein. Là, j'ai mis celui qui me semblait, moi, le plus généraliste, mais si vous allez voir le site, je vous dis DevOps Topologies, qui est, assez marrant, vous pourrez sans doute retrouver, un pattern qui est appliqué, que vous avez vu appliquer quelque part ou qui est appliqué là où vous êtes actuellement. Et bon retour parmi nous. Oui, oui, j'ai désolé, j'ai quelques petites instabilités sur la ligne, sur le réseau aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe au troisième sujet qu'on souhaite aborder sur 5. Donc, comme j'ai oublié de préciser combien de sujets on a. Donc là, on est à peu près à la moitié. On n'est pas trop mal niveau timing, mais il faut pas trop qu'on traîne. Donc, après tout ce temps perdu, la table ronde de l'IA, de l'idée à l'implémentation, garantir le succès de la Gen IA. Donc, c'est une table ronde avec 2 intervenants cette fois-ci. Donc il y a Selenza et Expertime qui sont des sociétés d'IT, de services IT, on va dire, concurrentes à Extia, mais c'est pas grave, ils font des choses bien, donc on en parle. Les 2 use cases qui ont été présentés, c'est, côté Selenza, eux, ils ont travaillé sur l'automatisation de la reprise des dépêches. Donc, quand il y a des communications officielles, qui sont faites, il y a une dépêche qui est publiée et à partir de cette dépêche, la plupart il y a énormément de sites qui reprennent pour faire leur article. L'idée du use case de Selenza, c'était de travailler là-dessus pour, être capable de reprendre, les dépêches au plus vite, et de manière la automatique, on va dire. Le second use case que j'ai trouvé un petit peu plus intéressant, moi, personnellement, c'est celui d'Expertime qui est autour de l'avatarisation des professionnels de santé. Aujourd'hui, on a, déjà une pénurie de docteurs dans certains endroits et en fait, finalement, quand on regarde le travail que, peut faire un expert de la santé, ce pourquoi il est vraiment compétent et ce pourquoi on a vraiment besoin de lui, ça représente pas 100 de son activité. La réception des personnes, la création des dossiers, tous ces choses-là, c'est, des moments des par moments, c'est les professionnels de la santé qui sont obligés de le prendre en charge, alors que, bah, nous, côté IT, c'est des choses qu'on, pourrait automatiser très facilement grâce aux IA génératives. Voilà un petit peu les 2 use cases qui nous ont été présentés et il y a un constat commun quand même entre les 2 entreprises qui est fait, c'est qu'on commence tout doucement à s'approcher de la fin du Far West. Alors, qu'est-ce que j'appelle le Far West? C'est, cette phase pendant laquelle, on a une nouvelle technologie qui arrive, on se dit: «C'est super», on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais tout le monde en fait parce que on ne sait jamais, on trouvera peut-être la meilleure idée. Je peux typiquement, un des exemples les plus récents, c'est, le cloud. Est arrivé le cloud, on s'est dit: «C'est super, on peut, tout faire sur le cloud et on va tout faire et n'importe quoi sur le cloud» et là, on arrive un petit peu à une phase depuis quelques années où on commence à se dire: «OK, maintenant qu'on a plus d'expérience, c'est quoi des use cases qui sont rationnels à mettre sur le cloud? C'est quoi des use cases qui sont impossibles à transférer sur le cloud?» Ce genre de choses. Donc, bah, pour l'IA, les IA génératives et notamment tout ce qui est chatbot et compagnie, on arrive un petit peu sur la fin du Far West où on commence à y voir un peu plus clair sur, jusqu'où c'est capable d'aller et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on doit faire avec. Et dans le rôle des sociétés d'IT dans tout ça, finalement, ça va être de réussir à conseiller tous ceux qui n'ont aucune connaissance sur l'IT. C'est un petit peu parce qu'eux, ils ont fait que ce soit pour la partie journalistique ou, pour la partie, domaine de santé, bah, c'est important de savoir c'est quoi les contraintes de ces domaines-là. Parce que moi aujourd'hui, c'est quoi les contraintes d'un médecin ou c'est quoi les contraintes d'un journaliste? J'en sais rien, quoi. Mais pourtant, j'ai une plus-value à leur apporter sur mes connaissances techniques, sur mes capacités à automatiser, des choses. Donc, bah, ils expliquent un petit peu que la meilleure méthode, c'est faire des vies ma vie, de vraiment s'imprégner de la vie de ce qu'ils doivent faire et de comprendre les processus métiers. Ce qui faisait un petit peu écho à la keynote de dire que, bah, le chatbot, lui, il comprend pas les contextes compliqués que, certains métiers peuvent avoir. On est exactement dans ça. C'est, nous, notre rôle en tant que société d'IT et enfin en tant que, on va dire, ingénieur dans une société d'IT.
et surtout de comprendre aussi les garde-fous et les limites. C'est bien beau de mettre de l'IA partout, mais il y a des use cases où, ça va pas être possible ou ça ne devrait pas être possible. C'est des choses à prendre en compte. Donc vraiment, nous, on a un rôle de conseiller dans l'IT, quoi. Et notamment, pourquoi j'ai beaucoup aimé cette conférence, c'est parce qu'ils ont parlé de la notion d'agentique. C'est-à-dire que, avoir un chatbot, par exemple, qui répond à vos clients quand ils ont des petites questions, c'était une première étape. Mais aujourd'hui, on est en train de franchir la deuxième, qui est de, réaliser des actions en fonction de ce que l'IA, elle, a perçu. A perçu, a récolté comme information, ce genre de choses. C'est, la next step, quoi. C'est vraiment la différence entre, par exemple, un chatbot, c'est globalement juste un langage un LLM, comment dire? J'ai plus l'acronyme exactement, mais langage Langage naturel, de hein? modèle de langage? Ouais, LLM, Large l'acronyme, language model? voilà. Donc ça, par exemple, on est capable d'en faire, ils sont capables de comprendre, mais il y a pas forcément d'actions qui sont déclenchées. Et donc l'idée des agents, c'est, donc de greffer un ensemble de ressources ensemble pour, il y a notamment LLM pour comprendre la demande, mais il y a aussi on va y greffer des scripts, on va y greffer des accès à des bases de données, on va y greffer pas mal de choses pour que, des actions puissent aboutir. Le modèle qui se dégage, c'est que, exactement des agents, c'est ça, l'agent Smith, qui se dédouble. Et pourquoi il y a plusieurs agents Smith? Bah, c'est parce que, eux, ils se disent enfin, une fois que tu as ton agent, il faut pas la tendance, c'est pas chercher à avoir un agent un peu omnipotent, capable de comprendre tout ce qui doit être fait, parce que, les contextes sont tellement compliqués. Il vaut mieux avoir une galaxie d'agents qui, sont, finalement spécialisés chacun dans leur action et qui puissent communiquer les uns avec les autres plutôt que d'avoir, d'essayer d'avoir vraiment le saint graal du truc qui fait tout, quoi. Alors, ça, c'est beau sur la théorie, parce que eux mêmes avouent que, ils n'y sont pas réellement arrivés, à ce stade-là. On est arrivé au stade où on arrive à produire des agents, mais vraiment d'avoir cette galaxie d'agents et d'avoir l'agent qui choisit quel est le bon agent, par exemple, ça n'existe pas encore. Ils n'ont pas encore réussi à réellement le mettre en place parce que, il y a tout un tas de freins qui viennent se mettre vis-à-vis de ça. Déjà, il y a la première chose, c'est, tout ce qui est, circulation de la donnée, sécurité et confidentialité. Hem, comment on peut convaincre un professionnel de santé que, la donnée qui va circuler dans son agent, elle soit bien confidentielle et qu'elle respecte bien le secret médical? La réponse qui est apportée par les speakers, c'est que, ça va surtout passer par les partenariats. Quand on va se mettre en partenariat avec un cloud, sérieux, je mets «sérieux» entre grands guillemets, donc avec, Azure, AWS, OVH et cetera, c'est, dans l'idée de dégager on va dire je vais pas dire une image d'autorité, mais, de dire voilà, c'est des acteurs du marché dans lesquels on peut avoir confiance. Donc il parlait des partenariats, il y a surtout des énormes travaux à faire sur tout ce qui est traçabilité. Quelles informations sont passées par où? Si les agents commencent à s'envoyer des informations les uns aux autres, il faut savoir, quand une action a eu lieu, c'est la conséquence de quel choix, de quel agent, mais surtout, est-ce que cet agent lui-même a fait cette action parce qu'un autre agent lui a demandé et cetera? Il y a un peu toute une chaîne, une logique qui se met en place de chaîne et il faut être capable de tracer un peu tout ce qui se passe. Ça, c'est un des freins, c'est, la comment dire? Pour surveiller tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, pour ça, il y a des standards qui ont commencé à être développés. Le MCT, le Model Context Protocol, qui est l'idée de, être capable de connecter on va dire un chatbot à des applications. Entre les 2, il manque une petite couche et c'est ce standard-là qui commence à pousser. Mais, pareil, c'est un petit peu les balbutiements et je pense que l'établissement de standards, on est tous d'accord là-dessus. Dans l'informatique, c'est, le fléau numéro un, quoi. C'est chacun veut avoir le sien, chacun pense qu'il a le meilleur et cetera et en général, on se retrouve avec, plusieurs standards sur le marché et il y a des choix qui doivent être faits, ce genre de choses et surtout, ils insistent sur le fait qu'on commence à réussir à développer des agents, donc des IA, génératives qui, vont exécuter des scripts, se connecter à des bases, faire des transactions, ce genre de choses mais que, le gros, gros frein,
c'est la connexion agent vers agent. Bah, on n'a pas de standard de communication d'agent à agent actuellement. Donc il y en a sûrement des entreprises qui commencent à essayer de développer les leurs, mais en tout cas, le sujet est pas assez sec et pas assez démocratisé pour, heu, pour que ça, en tout cas, ça explose. Mais quand même, enfin, je vous invite à aller voir cette, conférence parce qu'elle est hyper intéressante et on sent que, bah, la next step, ça va être celle-là globalement et qu'il va falloir, il va falloir s'y mettre et va falloir qu'on réponde entre guillemets «tous ensemble», le monde de l'IT tous ensemble à, comment on fait pour que tous les agents communiquent les uns avec les autres. Je sais pas si vous avez des questions, des remarques, des est-ce que je vous ai donné envie d'aller voir cette conférence? Ah, c'est amusant, hein, ce que tu soulèves, enfin ce qu'ils ont soulevé, mais que tu as enfin bien retranscrit là, ce côté, comment est-ce qu'on va faire pour déjà transcrire nos différents domaines, à travers des agents qui ne comprennent du coup qu'une représentation statistique du langage et de la sémantique. J'avais bon, l'idée est pas d'aborder le sujet, là parce qu'on n'a pas été sélectionné, Il nous reste que 15 minutes dans cette, surtout. conf. Mais globalement, c'est vrai que sur une autre table ronde, j'avais entendu le même le même un peu genre de questionnement, qu'on n'est pas encore, dans un modèle de réflexion où on est sur du traitement sémantique des problèmes, on est plus sur du traitement, logique. Mmh, c'est ça. Je te propose qu'on accélère un petit peu sur les 2 Pas de derniers. souci. De toute manière, la suivante, je vais être assez, léger Succinct. puisqu'en fait, c'est un sujet qu'on connaît déjà globalement assez bien. Je l'ai quand même sélectionné parce que, j'ai trouvé intéressant l'angle de vue quand on parle de sujets de migration, vers le cloud. On s'attend toujours à on voit souvent des gros, gros barbus qui viennent nous parler technique. Alors Ça va être terrible. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment du coup, hein, en attendant que Meryl revienne. Ah, c'est dommage. Tant pis pour la connexion, hein. Bon, je vous prémâche un petit peu le sujet du coup si en espérant qu'il va revenir. Ah, désolé, ça y est, bon désolé, retour. je crois que c'est le Hellfest derrière qui font sauter les plombs dans le quartier. Heu Donc je vais pas sans attendre, je vais rentrer dans le cœur du sujet puisque ce qui m'a plu dans cette conf, c'est le parcours de la PME RCA, PME française qui fait du logiciel depuis un peu plus de 20 ans, et donc logiciel spécialisé dans la comptabilité, qui ont cherché à entamer une transition vers le cloud, pour un peu moderniser leurs pratiques et gagner en diminuer leurs coûts et améliorer leur niveau de service. Donc ils partaient une base, d'infrastructure sur du hébergé chez OVH en bare metal, donc c'était des clusters Proxmox sur du bare metal OVH qu'ils géraient eux-mêmes. Et ils ont cherché du coup pour leur migration cloud, ils ont fait un comparatif entre 2 solutions, GCP et AWS. Ils ont fini, l'idée n'est pas de s'attarder sur le détail du pourquoi du comment, ils ont globalement choisi AWS pour la diversité de services qui étaient proposés. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit. Et en gros, ils étaient partis sur une première stratégie. Ils voulaient pas de lift and shift, ils voulaient vraiment repartir sur des bases, pratiquement table rase, refonte, de tous leurs applicatifs en cloud natif, séparation des bases de données, parce qu'aujourd'hui, ils ont un peu trop de mutualisation, à leur goût. Heu et au bout de quelques ateliers et de quelques temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils allaient avoir un gros problème pour la migration de données parce qu'ils avaient un volume, alors on n'a pas le détail du volume de données, mais ils avaient un volume, selon leur dire, assez conséquent et en fait, passer tout sur, migrer toutes leurs données, heu, dans un nouveau refactoring applicatif, ça représenterait un trop gros risque selon leurs dires, selon leurs études et leurs analyses et donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont choisi de changer de stratégie, ils sont partis sur du rehosting et du replatforming. Donc globalement, ils allaient pas tout refactorer leur base de code et leur infrastructure, ils allaient essayer de transposer ce qu'ils avaient dans le monde du cloud en changeant un minimum de choses possibles. Le seul problème qu'ils ont identifié avec ce cas-là, c'est ils allaient avoir un moment où il y allait avoir une bascule entre l'ancienne infrastructure et la nouvelle infrastructure, donc la fameuse bascule Big Bang, qui pouvait être à risque et il allait falloir qu'ils mettent, l'accent dessus. Hem
comment ils ont géré le plus problématique? Alors, ils se sont pas penchés principalement sur les problèmes techniques parce que ça, en fait, ils sont aujourd'hui un peu connus, et on a eu de nombreux de confs qui en parlent. Mais ils ont vraiment choisi d'aborder le sujet, comment est-ce ils ont géré la transition auprès des équipes. En fait, ils ont entamé une grosse conduite du changement, c'est ça que j'ai bien aimé chez eux. Ils ont mis entamé une grosse conduite du changement, auprès des équipes, pour embarquer tout le monde en essayant de frustrer le moins de monde possible. Et donc comment ils ont fait? Déjà, ils ont personnalisé l'accompagnement des équipes par typologie de profil, c'est-à-dire profil développeur ou profil plus chez eux, ils parlaient des CRE, mais globalement derrière, ils englobaient toute la partie profil un peu plus administrateur et infrastructure. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'était de commencer à mettre en commun le travail entre ces 2 mondes, mais sans pour autant faire, tout basculer, tout changer du jour au lendemain et qu'il y en ait qui se retrouvent perdus. Donc ils ont décidé d'y aller progressivement, en commençant par un backlog commun, mais avec des tickets qui pouvaient avoir pour un même problème 2 versions différentes. Heu, une typologie plus axée sur les profils, infra et une typologie plus axée sur les profils dev. Ce qui fait que chacun avait et retrouvait un peu son univers, son vocabulaire, ses façons de faire, mais ça permettait de commencer ça permettait à tout le monde de parler des mêmes problèmes et des mêmes choses, avec chacun son langage et son approche. Donc pour commencer à acclimater les gens à bosser sur les mêmes problématiques sans faire, alors non, je vois de la Clesson, ils ont pas, à ma connaissance, fait appel à psychologue du travail, mais ils y sont allés progressivement et en essayant de prendre en compte les problématiques et les visions de chacun. Heu et jusque dans l'implémentation, en fait, dans les outils de gestion de projet. Puis évidemment, ils ont mis, en place des rituels. Donc ils ont commencé par, pour le refactoring des applications, ils ont pas hésité à faire sortir les développeurs des équipes projet. Ils ont, fait des petites équipes de 2 ou 3 personnes par, applicatif, ou par composant en tout cas, que ce soit infra au final ou applicatif. En essayant de mixer dans un même profil de compétences, en essayant de mixer les profils venant de différentes équipes. Par exemple, sur 3 produits différents, ils ont essayé de prendre 3 devs, les différents, de les mettre dans une, hem dans une même équipe et de travailler sur une itération du backlog de migration. Au bout d'une semaine, ils font une passation de connaissances rapide aux 3 suivants et comme ça, ainsi, ils permettaient d'avoir une rotation fluide. Les gens pouvaient, arriver avec leur motivation et n'avaient pas trop le temps de se lasser et en même temps, Heu, le fait de prendre des gens d'équipes différentes, ça permettait déjà de créer de la cohésion, de créer de les un peu forcer à travailler entre eux, de garder une équipe petite qui permet de faciliter la collaboration et de partager en fait les pratiques de chacun, puisque toutes les équipes communiquent pas forcément leurs pratiques, ont pas forcément la même façon d'agir et de travailler entre elles. Donc ça, c'est un truc que j'ai assez apprécié. Ils sont ils ont assez bien, enfin, on n'a pas tout le détail parce qu'évidemment la présentation était plutôt courte par rapport au challenge que ça représente. Mais dans l'idée en tout cas, c'était assez, appréciable la façon dont ils racontaient ça. Si toi, demain, tu devais, conduire un projet de cette envergure-là, ça serait quoi le top 3 des conseils qu'ils t'ont donné, que tu aurais retenu, que tu mettrais en Mmh, place? 1°, c'était vraiment l'accompagnement, je t'ai dit entre de chaque personne. Enfin de chaque typologie de profil. Ils ont fait la formation aussi, formation continue, donc pas de restriction sur les formations, et surtout le partage de l'information. En fait, il y avait pas de silotage de l'information. Ils ont essayé d'avoir une communication la plus importante possible, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, donc avec le management ou entre les équipes en elles-mêmes. Et ça s'est passé par, la mise en place de multitudes de process, enfin de multitudes de rituels, auxquels tout le monde était convié et tout le monde avait son mot à dire et vraiment une culture de la diffusion de l'information qu'ils ont mis en place. Hem, bon je vais pas m'éterniser sur le sujet. Pour résumer, heu, gros résumé du coup, ils n'ont pas eu trop de problèmes sur la migration. Ils ont eu des problèmes assez mineurs quand même par rapport à l'ampleur de ce qu'ils avaient, puisqu'ils ont fini par, arriver sur une cible avec 22 applications front-end, 57 applications back-end et 36 services d'infrastructure, en cloud. Donc ça reste quand même quelque chose d'un peu conséquent, surtout quand tu une boîte qui part avec du legacy, que tu as plus de 20 ans de dev derrière toi, tu pars forcément avec du legacy et que vraiment cette gestion de l'humain leur ont permis de pas ils ont pas évité tous les problèmes, mais il y a pas eu de problèmes critiques qu'ils ont pas réussi à résoudre ou qui, heu, les a handicapés. Ils ont eu une petite perte de stabilité après migration, ce qu'ils disaient, mais encore une fois, avec l'accompagnement des équipes et l'accompagnement des clients aussi,
donc Ouais. via la mise en place de canaux, privilégiés et d'une communication régulière. En fait, ils ont montré que, en tout cas via leur, présentation, ils ont montré qu'avec une bonne gestion de l'humain, et ben, on peut faire des migrations qui se passent globalement très bien, même si elles paraissent complexes de prime abord. OK. Je te propose qu'on enchaîne sur le dernier sujet Ça marche, et qu'on enchaîne rapidement. pas de problème. Le dernier sujet du coup, c'est Kyverno. Donc, là, c'est notre âme de Técos a tous les 2 vibré pour cette conférence. Yes et là, l'intervenant, en fait, nous a proposé une conférence qui était très technique, mais qui était très intéressante parce que moi, ça touche à des problématiques que personnellement j'avais déjà vues, mais que j'avais pas de solution pour résoudre jusqu'à aujourd'hui, parce que ma connaissance de Cube, allait pas jusque-là. Mais en gros, le contexte, c'était que, en fait, il y a eu un passage massif à Kubernetes dans les années passées. Mais en fait, l'adoption de cette technologie n'a pas toujours été faite, de la bonne manière. Et donc, en fait, on a, un cluster qui vit, mais, au fur et à mesure de sa vie, il va accumuler des ressources qui vont pas forcément parfois devenir obsolètes. On va rajouter des ressources custom, on va ajouter des plateformes, on va ajouter, tout un tas de choses. On va ajouter plein de conteneurs de pod qui vont être configurés d'une certaine manière et en fonction, comme on le disait précédemment, en fait, des différentes équipes et topologies et façons de faire de chaque produit, chaque équipe, on se retrouve avec un cluster qui n'est pas uniforme parce que on n'a pas les mêmes pratiques de déploiement partout et la même pratique de gestion des ressources au sein du cluster cube. Donc typiquement, par exemple, la gestion des privilèges, la gestion des namespaces, la gestion de qu'est-ce que c'est de la définition d'un pod, comment est-ce qu'on gère les labels, comment est-ce qu'on gère la segmentation, comment est-ce qu'on gère tout un tas de choses. Les configurations, par exemple pour le monitoring qui sont assez communes à plein d'applicatifs, puisqu'au final on monitore pour la plupart du temps tous sur la même solution, mais chacun peut, être amené à l'implémenter à sa sauce. Heu, donc voilà, l'idée c'était que sans contrôle continu, de la façon de et sans bonne pratique et appliquée en de manière continue, on perd assez vite la maîtrise de la plateforme et la complexité augmente au détriment des performances. Et donc, tout ça, globalement, ça se regroupe derrière un mot qui est la conformité de votre cluster cube. Voilà, donc conformité, c'est exactement ce que Meryl a présenté un peu plus tôt. Enfin, c'est globalement ce que Meryl a présenté. Il y a le respect des règles et des normes. Est-ce qu'on a les bons labels? Est-ce qu'on utilise, tel type d'image? Ce genre de choses. Il y a la maîtrise des risques, comprendre, par exemple, les images Docker, d'où elles proviennent, ce genre de choses. Il y a l'intégralité, être sûr que, quand on va, l'intégrité pardon, donc être sûr que, les ressources, seront toujours disponibles, que quand on va, et donc ça va de biais de pair avec la confiance quand on va faire un déploiement, est-ce qu'on est sûr que, ça va bien fonctionner sur cluster, est-ce qu'il va pas y avoir de problème de ressources? Est-ce qu'il va pas y avoir tous ces choses-là? Et le point principal, enfin le point principal, le dernier point, c'est ce qu'ils appellent l'efficacité opérationnelle. C'est, du coup, être capable de savoir clairement ce qui se passe dans son cluster cube et d'être capable de faire de la gouvernance et d'appliquer cette gouvernance surtout. Parce que Kubernetes, souvent les développeurs, ou les ops ont la main dessus et il y a très peu de garde-fous. Enfin, en tout cas, les garde-fous sur Kubernetes, c'est, une notion qui est relativement récente, quoi. Donc Hyverno, lui, met le pied à la porte, sur tout ce sujet-là en disant: «Bah, je peux vous aider à faire tout ça». Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le workflow interne de Kubernetes, de K8s, hem, il y a plus d'étapes que ce que je vous montre, mais c'est, les grandes lignes, on va dire. C'est que, quand vous vous adressez à l'API de Kubernetes via, la command line, par exemple, il va y avoir tout un tas d'étapes avant que, celui-ci écrive à l'intérieur du cluster, votre ressource et qu'il la stocke pour pouvoir l'utiliser. Et notamment dans ces étapes, nous, il y en a 2 qui vont nous intéresser, qui se trouvent juste avant et juste après la validation du schéma. Donc la validation du schéma, c'est juste vérifier que, oui, ce que vous avez fourni, c'est bien conforme à du code Kubernetes. Peu importe ce qui est dedans, hein, c'est juste que ça a la tête, ça ressemble à à des ressources Kubernetes, donc c'est valide. Mais du coup, juste avant le schéma, il y a une partie, ce qu'ils appellent la mutating admission, qui notamment offre des interactions via des webhooks,
Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que, voilà, je suis pas un expert, je vous reprends un petit peu les mots du speaker. Mais du coup, vous avez des webhooks sur lesquels Kyverno va intervenir pour, faire de la mutation. Donc mutation, c'est quoi? C'est de la modification de l'existant. On va rajouter un champ, on va rajouter des labels, par exemple. Systématiquement, il va y avoir des labels pour pouvoir repérer les ressources. On va rajouter, un champ. Peut-être qu'il manque, le request et les limites sur Kubernetes. Parce que souvent les problèmes de capacité sur Kubernetes, c'est, un grand sujet. Donc, si, de base, lui, il va peut-être imposer des requests et des limites, sur, l'intégralité des ressources, enfin l'intégralité des pods, ce genre de choses. Et une fois que le schéma a été validé et que enfin, une fois que la mutation a été faite, que le schéma a été validé, il y a réellement la validation de la ressource, là, ce coup-ci. Et ce que Kyverno offre, c'est, bah, des ensembles de règles que vous pouvez mettre en place pour, faire pas mal de choses. Par exemple, vous allez pouvoir limiter, la taille des ressources qui ont été, réservées, pour vous assurer que personne ne réserve 10 CPU alors qu'il utilise quasiment rien. Vous allez pouvoir, notamment, par exemple, interagir avec les images Docker. Lui dire: «Vérifie que l'image Docker qui est employée a bien une signature dans ses métadatas qui est la signature de mon entreprise». Comme ça, une image vérolée ne peut pas s'exécuter sur le cluster Kubernetes. Donc c'est, vraiment 2 actions clés que Kyverno fait, qui sont la mutation et la validation. Et normalement, c'est à Meryl de reprendre. On va lui laisser 10 secondes, peut-être 15, si on est généreux. Et sinon, je vais essayer de c'est bon, tu es de retour? De retour, excuse-moi. Allez, vas-y, je te laisse la main. Du coup, je disais, mutation, validation, c'est les 2 grosses actions et je te donne la main pour terminer. Yes, donc vous l'aurez compris, en fait, l'idée de Kyverno, c'est de permettre de mettre en place les pratiques et les règles de déploiement sur votre cluster et de gestion de votre cluster, mais en as code. Et donc là, vous avez 2 exemples différents. Donc à gauche, vous avez une déclaration de policy toute bête de Kyverno qui permet de dire qu'en gros, un pod, il est rejeté tant qu'il a pas un label. Voilà. Vous êtes obligé de mettre un label sur votre pod. C'est débile comme, règle, vous pouvez faire des choses bien plus importantes. Il y a d'ailleurs toute une bibliothèque, sur le site de Kyverno à côté de la documentation de policy déjà bien proprement faite pour tout un cas une énorme variété d'usages. Donc si c'est un use case qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le site et à vous renseigner sur le site officiel et la doc officielle. Et en fait, à droite, vous avez un autre, définition de ressources qui, elle, permet de set le nombre de réplicas, mais c'est pas une, définition de Kyverno, c'est une définition, faite avec les ressources natives de Kubernetes, notamment les Validating Admission Policy qui, alors j'ai pas suivi toutes les précédentes releases de Kube, mais de mémoire de ce que j'ai compris, sont assez récentes. En fait, quand l'intervenant a commencé à utiliser Kyverno, ces ressources n'existent pas, donc Kyverno date d'avant et Cube a commencé à intégrer petit à petit des ressources qui font, ce job-là. Hem, mais en fait, ce qui est à mettre en lumière, c'est que les 2 ne sont pas incompatibles dans le sens où Kyverno va beaucoup plus loin que ce que permettent de faire les ressources natives et surtout, il n'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'il peut, selon certaines configurations, vraisemblablement, marcher en complément ou par-dessus, en tout cas comme, une overview un peu plus, une couche au-dessus des Macroscopique. ressources natives Cube qui permettent donc, d'avoir une syntaxe un peu plus claire, parce que les 2 utilisent pas exactement le même, langage enfin, la même formalisme pour déclarer les règles, pour déclarer les policies. Voilà, donc c'était, le gros de la partie technique, sur Kyverno, qui est quelque chose qu'il faut prendre en main et qui est assez complexe, donc on restera sommaire ici. Mais en résumé, on peut retenir que c'est un outil qui permet beaucoup de choses, la validation, la modification des ressources, pour, assurer la conformité. Il peut aussi faire du ménage sur votre cluster. Vous pouvez mettre des règles pour, définir quelles ressources doivent être supprimées à intervalles réguliers, selon des règles et vous pouvez, comme disait Rémi, assurer, le fait que n'importe quoi ne sera pas déployé, par exemple en vérifiant la sécurité de vos conteneurs avant le déploiement. Et je pense qu'il est temps de terminer. Pour terminer, moi, globalement, j'aimerais bien juste vous partager mon feeling global vis-à-vis de tes crédits. Moi, j'étais très content d'y assister pour le coup.
Je trouve que l'événement, gagnerait à gagner en visibilité. Le côté table ronde m'a beaucoup plu. J'ai assisté à pas mal de tables rondes. Le seul bémol que je mettrais, mais je pense que c'est plus je vais dire des couacs d'organisation par manque d'expérience, c'est justement que pour participer, donc poser des questions, il n'y avait pas forcément le temps. La gestion du temps n'était pas aussi, stricte que lors du DevFest. Donc il y avait parfois des petits, débordements et on avait rarement le temps de poser des questions. Mais après l'avantage, c'est comme, c'était un petit peu plus à taille humaine, vous pouvez très facilement retrouver les speakers, dans les couloirs juste après pour discuter ce genre de choses. Du coup, préférence entre Tech-Ready et DevFest, on va quand même rester su alors, je c'est dur à répondre en fait. DevFest, c'est un petit peu généraliste, c'est un petit peu je veux dire, DevFest pour moi, c'est un petit peu «les vacances» entre grands guillemets, dans le sens où je vais aller découvrir des sujets divers et variés. Là où TechReady, j'ai apprécié qu'à l'avance, j'ai vraiment un cadre de sujet qui soit plus limité, mais au moins que je suive une thématique un peu plus suivie sur tout le la durée de l'événement. Je ne sais pas si toi mais je crois que Meryl est encore en train de faire le Menka Challenge. Bon, je vais conclure sans lui, tant pis, dommage. Mais je pense qu'il partage un petit peu le même avis. Donc si, tu es là? Je C'est suis là. bon? OK, bon, il te reste 1 minute pour partager ton avis, du coup. Ça marche. Et ben écoute, très rapidement, en quelques points très simples. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que TechReady, donc déjà TechReady ou DevFest, ni l'un ni l'autre, en fait, j'ai beaucoup aimé TechReady pour une raison simple, 2 raisons simples, on va dire plutôt. La première qui rejoint ce que tu disais sur le manque d'expérience peut-être de sur la gestion du temps, en fait, c'est que c'est une conférence qui, j'y ai croisé beaucoup de speakers du DevFest, mais pas en tant que speaker cette fois-ci, en tant que Participant. spectateur. Et donc en fait, ils ont vraiment cherché à laisser la place à des speakers qui étaient pas connus, qui avaient encore jamais fait de talk. Et ça se voit, donc peut-être une moins bonne gestion du temps sur les talks, mais des visages qu'on connaissait pas. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Heu et puis deuxièmement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce format, très, 3 salles, 3 ambiances. Table ronde, retour d'expérience technique. Tu sais ce que tu vas voir, si tu as un Ouais. doute ou qu'il y a un moment où il y a aucune conférence qui te plaît, et ben, au moins tu peux aller vers le domaine qui te plaît le plus. Tu sais où tu vas en rentrant dans une salle, en fait, et ça, c'était très sympa. Et comme tu dis, le fait que ce soit à taille humaine m'a aussi énormément, m'a énormément plu. Le fait d'avoir une conférence un peu plus petite où tu peux plus facilement échanger en dehors des conférences avec les gens, avec les speakers, les sponsors. Pas de démonstration, dans tous les sens où tu fais alpaguer à toutes les allées. C'était un peu reposant, en fait. Voilà, comparé à des plus gros formats de conférences. Donc j'ai beaucoup aimé et j'espère pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine.